Nasuba, Nasuba, Nasuba. Bonjour, bonjour. Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, la radio régionale. Bonjour, Nasuba à chacun et à tous. Nous sommes le mardi 6 octobre de l'an 2020, la fête patronale des Bruno. Bon anniversaire, bonne fête à tous les prénommés Bruno et bonne fête à tous les natifs de ce jour sans exception. Nous allons parler un peu du temps, de la météo avant bien entendu les appels sur opinion tout à l'heure, mesdames et messieurs. Temps nuageux ici dans le nord, notamment à Parakou, temps nuageux aujourd'hui avec une température maximale de 30 degrés Celsius, température minimale 23 degrés avec des risques de pluie. Également, Nati et environ, orage épais, température maximale 31 degrés Celsius, température minimale 22 degrés Celsius. Candy, temps partiellement couvert, température maximale 34 degrés Celsius, minimale 23 degrés Celsius, aussi avec des risques de pluie. Pour ceux qui voyagent sur le sud, notamment Cotonou, sachez et croyez fermement que la température là-bas est de 29 degrés Celsius maxi et minimale 25 degrés Celsius avec des orages épais aussi. Donc, il y aura quelques pluies dans le sud, notamment à Cotonou. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire ceci, s'inquiéter n'effacera pas les problèmes de demain, cela ne fait qu'enlever la paix d'aujourd'hui. Je dis bien s'inquiéter n'effacera pas les problèmes de demain, cela ne fera qu'enlever la paix de tout à l'heure. Voilà. S'inquiéter n'effacera pas les problèmes de demain, cela ne fait qu'enlever la paix d'aujourd'hui. Autrement parlant, Gédéon Biaou à la partie technique, moi c'est Prince Ernest avec l'assistance informatique de Adif Lawani, toujours présent, il est là. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue sur Nasuba. Dans une minute, retrouvez-nous sur Opinion 96 21 50 40. Opinion. Déjà 6 heures passées de 36 voire 37 minutes dans tous nos studios. Mesdames et messieurs, 96 21 50 40 pour Opinion. C'est parti donc pour Opinion. Gédéon Biaou à la partie technique. Opinion. Une semaine déjà que l'école béninoise a rouvert ses portes. Votre rubrique Opinion de ce mardi 6 octobre 2020 vous donne l'opportunité de nous faire part de l'état des lieux du personnel enseignant dans vos localités respectives. Le standard vous est ouvert à partir de 6h35 via le 96 21 50 40. Suivez également Nasuba en direct sur notre page YouTube ORTB Radio Parakou. Auditeur en ligne, Nasuba. Bonjour, Radio Parakou. Bonjour. Oui, j'aime pas le gilet de jour.
Vous n'avez pas le sujet du jour et c'est ça, on vient de passer. Alors, quels sont les problèmes que vous rencontrez dans votre localité, notamment en matière de disponibilité des enseignants? Est-ce que vous avez tous les enseignants qu'il faut pour le cours primaire déjà, dans les collèges aussi? Est-ce que tout va bien du côté de l'effectif qu'il faut pour couvrir les établissements scolaires en matière d'enseignement? Ok, je vais réfléchir pour revenir. Vous nous revenez avec le constat et la solution ou les solutions. D'accord. Votre nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Noël Mpo. Noël Mpo, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Djougou. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Merci. 96 21 50 40, 96 21 50 40. Si vous nous appelez, c'est pour l'opinion de ce matin que nous vous invitons encore à suivre. Suivez avant de nous appeler. Nasouba, opinion de ce matin, c'est ça. Une semaine déjà que l'école béninoise a rouvert ses portes. Votre rubrique opinion de ce mardi 6 octobre 2020 vous donne l'opportunité de nous faire part de l'état des lieux du personnel enseignant dans vos localités respectives. Le standard vous est ouvert à partir de 6h35 via le 96 21 50 40. Suivez également Nasouba en direct sur notre page YouTube ORTB Radio Parakou. Auditeur en ligne, Nasouba. Oui, Nasouba, bonjour. Bonjour, votre nom? On vous appelle comment? Djinadou Rafiou. Djinadou Rafiou. Bonjour, je vous écoute, oui. Monsieur, d'accord. Par rapport au personnel enseignant dont vous avez parlé, la rentrée a commencé effectivement, elle est bien. Mais dans le collège, là où moi je connais, parce que je suis parent d'élèves au CED, du Taourou. Donc, apparemment, c'est les permanents qui ont commencé là pour le moment. Les aspirants vont commencer. Vous avez vu le problème de 30 heures là, un peu posé. Donc, la direction départementale n'a pas donné d'abord qu'il commence. Et voilà, nous sommes dans la deuxième semaine de la rentrée. Donc, il faut que la direction fasse pour que la rentrée puisse commencer. Les enfants commencent le travail. Sinon, pour le moment, c'est les permanents qui ont commencé d'abord. D'accord. Oui. Merci donc, beaucoup. Si vous voulez, si vous voulez vous-même, c'est pourquoi j'en ai parlé ici au canal. Vous ne pouvez pas rester ici à Parakou. Il faut aussi sillonner votre micro dans les autres communes pour que vous sachiez. Pour savoir ce qui se passe. Merci, merci beaucoup. Si vous êtes toujours à Parakou, ça ne va pas. D'accord. Oui, chaque fois, j'en ai parlé par rapport à ce problème. D'accord. Il faut que nous descendions pour constater de visu ce qui se passe sur le terrain. Justement. Merci, Djinadou Rafiou. Vous pourriez toujours nous revenir. D'accord. 96 21 50 40, 96 21 50 40. Mesdames et messieurs, c'est Opinion sur Radio Bénin émettant de Parakou, la première rubrique de l'émission Nasouba qui ne fait que commencer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, cher ami Boro Mohamed. Oui. Effectivement, la rentrée a démarré normalement sur tout le territoire national de Bénin. Mais est-ce que les enseignants sont fiers? Tout d'abord, il y avait le coronavirus. Les enseignants sont fatigués de rester à la maison. Maintenant, ils ont commencé. Et tout le monde a peur. Est-ce que l'année académique serait comme ça? Avec le coronavirus encore, où tout le monde est menacé. Prince Ernest Agoda, il va falloir que notre président fasse dans le Dieu maternel. La qualité de renforcer encore le système sanitaire au niveau des enseignants et des élèves. Prince Ernest Agoda, tout à l'heure, il y a possibilité. Merci beaucoup. Suivez aussi Opinion, la bande-annonce surtout avant de nous revenir. Merci. 96 21 50 40, 96 21
Nous avons un auditeur au bout du fil. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, cher ami. Votre nom? Garba Alassane depuis Candidat Souba. Toujours présent. Garba, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je vous D'abord, écoute. permettez-moi de vous dire merci beaucoup par rapport au sujet du jour. Merci. Et parce que pour ça, chaque fois, nous disons que l'émission d'Assouba, celui qui a réfléchi par rapport à cette émission, qui permet, d'amener des sujets qui, quand même, c'est des sujets bien réfléchis et qui nous permettent de donner notre opinion par rapport à ça et permet aussi aux autorités de prendre certaines mesures ou solutions par rapport à ces sujets que vous apportez. Merci. Quelle est votre opinion? Quelle est votre opinion ce matin? Mon opinion ce matin, vous savez, nous avons toujours voulu quand même que à la rentrée, directement, qu'on puisse avoir des enseignants comme il le faut. Mais quelle est la situation à Kandi? À Kandi, je peux vous dire un peu la situation en vous disant que franchement, pour le moment, nous n'avons pas au complet les enseignants. Et c'est chaque année qu'on a cette situation. Je ne sais pas si c'est les parents d'élèves qui ne jouent pas leur rôle, ou bien parce que à ce niveau-là, c'est les parents d'élèves que moi je vais condamner. Parce que aujourd'hui, on devait avoir le point exact des enseignants qu'on devait avoir pour la rentrée là, et quel est le nombre d'enseignants qui sont disponibles actuellement. Parce que vous savez, les gens n'aiment pas, quand on les a fait vers le nord, ils n'aiment pas ça parce qu'ils se disent qu'au nord, il n'y a rien. Mais par rapport à ça, il faudrait quand même qu'on puisse quand même dire qu'est-ce qui se passe. Alors franchement, l'année dernière, c'est les parents qui ont pris en charge certains enseignants. Et ça fait que nous avons des situations. On demande aux parents de payer 4 000 ou 3 000 ou 5 000 par enfant par rapport à la prise en charge de ces enseignants. Donc si déjà nous avons ce sujet ce matin et pour le moment nous sommes à la deuxième semaine de la rentrée, donc ça permettra à l'autorité peut-être départementale ou nationale ou au niveau national, oui, que je parle des ministres, s'il peut prendre des décisions, des mesures pour qu'au moins cette fois-ci on ne puisse pas avoir manque d'enseignants au niveau de nos établissements, surtout dans le département de la Lebourg, surtout à Kandi même. Parce qu'à Kandi, franchement, les parents d'élèves ne jouent pas leur rôle comme il le faut. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes à Kandi. Je vous apprends qu'il y a des risques de pluie aujourd'hui là-bas parce que la température maximale est de 34 degrés Celsius, la température minimale 23 degrés Celsius. Merci, temps partiellement couvert à Kandi. Merci beaucoup à Alassane Garba, 96 21 50 40 pour opiner sur Nassouba. Déjà que l'école béninoise a rouvert ses portes. Votre rubrique opinion de ce mardi 6 octobre 2020 vous donne l'opportunité de nous faire part de l'état des lieux du personnel enseignant dans vos localités respectives. Le standard vous est ouvert à partir de 6h35 via le 96 21 50 40. Suivez également Nassouba en direct sur notre page YouTube ORTB Radio Parakou. Vas-y. Nassouba, auditeur en ligne, bonjour. Faustin Assou, qui nous appelle de Kandi aussi. Alors, je vous écoute, Faustin Assou. La rentrée a bien commencé. Chez vous, à Kandi? Oui, mais partout, les enseignants ne sont pas complets. Qu'est-ce qu'il faut faire pour finir avec ça? C'est la question, la grosse question que tout le monde pose chaque rentrée. On laisse les enfants, il faut au moins 4 mois, 3 mois avant d'envoyer les enseignants. Or, c'est le début que ça commence, les choses commencent. Mais on laisse les élèves comme ça, les écoliers comme ça. Selon vous, on est en train de les pénaliser certainement. Je ne veux pas pénaliser le niveau que ça ne donne pas ce que ça devait donner. D'accord. Si bien que si vous faites 3 mois, les autres ont commencé avant vous, vous n'aurez pas le même niveau. Et ça vous suit jusqu'à l'université. Ou bien on demande aux parents d'aller recruter. On recrute, on dit maintenant de laisser que l'État même va recruter. On attend l'État, mais les choses tardent. Les gens n'ont qu'à faire l'effort. Faustin
Faustin Assou, oui. Au niveau local, notamment, qu'est-ce que vous faites? Notamment l'association des parents d'élèves ou bien les associations des parents d'élèves font quoi? Ces associations, leur rôle, c'est avant la rentrée que cette solution-là on devait avoir cette solution. Mais on attend la rentrée et les choses tardent. On n'est pas proactif, en un mot, on n'est pas proactif. Oui, je vous reçois. Nous avons maintenant la CNE et on a 3 zones d'enseignement. Et tout ça là existe, mais on a toujours les mêmes problèmes à la rentrée. Même problème. On donne 100 ou bien 200 écoles pour un CP, un conseil pédagogique. Est-ce qu'ils arrivent à sillonner les 200 écoles là en une année, en 9 mois? Sans moyens, voilà encore notre problème, sans moyens. Voilà les distances. Il faut faire 100 km ou bien faire 80 km avant d'aller dans une école. Vraiment, l'école béninoise, on ne sait pas qui va sauver l'école béninoise. Tu es là, nous sommes là. Dieu va nous aider. Merci Faustin Assou et bonne suite, bonne journée. 96 21 50 40, vous allez opiner avec nous sur la question du jour, mesdames et messieurs. Eh bien, déjà 6 heures passées de 51 minutes dans tous nos studios. Nous avons encore un auditeur au bout du fil. Bonjour. Oui, alors. Bonjour, cher ami. Oui, c'est Rafiou. Rafiou, je vous écoute. Rafiou Djinadou. D'accord. Oui, Djinadou, oui. Maintenant, par rapport aux affaires, oui. Vous avez comme moi j'ai appris à la radio que le ministre avait dit que le cancer là, que ça pour mettre les enseignants à des zones de vérité, des zones d'enclavés, et d'autres organes 10%, 7%. Tout ça là, la clé preuve, c'est la truc qui devait déjà justifier, mettre en œuvre avant que la rentrée commence. Donc, si reste la ménage, lorsque la rentrée va commencer, on va mettre tout ça là en œuvre, c'est pas bon. C'est pas bon. Là, c'est pourquoi il n'y a pas de vacances. Donc, il doit déjà mettre tout ça là au point. Maintenant, on dit qui ira maintenant vers carrément 35%, tout ça là, il va mettre tout le monde au même point. Ouais, même les 30 qui ont dit là maintenant, est-ce que les gens ont pris 20 heures, ils n'ont pas pu bien régler les problèmes, et c'est à 30 heures maintenant que les enfants auront besoin de le savoir. L'État d'abord, l'État mesure tout le truc avant de la visa. Mais quand là, nous on a vu que vraiment ça va être difficile aux enseignants. Et quand ça va être très difficile aux enseignants, c'est pour ça, tout ça là, les débats de porter. Les gens donnent, le canton, ils prennent ça, ils vous disent que si vous signez vos micros, après un mois, 2 mois, vous allez voir les résultats. D'accord. Merci, monsieur Djinadou Rafiou, et bien des choses à vous. D'accord. 96 21 50 40 pour opiner sur Nassouba. Mesdames et messieurs, c'est le même numéro et nous avons un autre qui s'installe. Bonjour. Bonjour. Bonjour, cher ami, votre nom? Aziz Togoubio depuis Kandi. Aziz Togoubio depuis Kandi. Je vous écoute. Bon, d'abord, je demande d'abord aux techniciens s'ils pouvaient quand même nous revoir la radio. On a discuté de vous recevoir. Merci. Cette tribune n'est pas appropriée pour ça. Poser ou bien opiner avec nous. Opiner avec nous. Oui. La rentrée des classes. Oui. Et puis, l'enseignant. Je demande, est-ce que le gouvernement aussi en est conscient? Parce que chaque année, c'est le même problème que nous avons. Chaque année. Pourquoi ne pas envoyer les enseignants avant de prononcer la rentrée des classes? Or, toute la charge est d'être aux parents. Ça. Parce que quand on faut parcourir les écoles. Autrement parlant, vous demandez aux structures en charge des écoles, à l'État, au pouvoir public d'être proactifs. Ah oui. Attendons pas 2 mois, 3 mois. C'est pas le jour de la chasse, on élève son chien. Pour que je vous envoie des enseignants. Parce que tout est programmé. Or, avant les vacances, il y a les CP et puis certains cadres techniques sur le terrain font le bilan. Mais chaque année, le gouvernement aussi, il faudrait que moi, je donne ça au sérieux pour pouvoir accompagner l'éducation. Parce que chaque année, c'est le même problème que nous affrontons au niveau des écoles, au niveau des collèges. On a charge de donner aux parents d'élèves. Il faudra là qu'on soit quand même
et qu'on soit quand même dit pour pouvoir accompagner nos enfants. Ce sont nos enfants qui devront donner des cas. Je vous remercie. Merci, bonne journée à vous, à Kandi. Déjà que l'école béninoise a rouvert ses portes. Votre rubrique Opinion de ce mardi 6 octobre 2020 vous donne l'opportunité de nous faire part de l'état des lieux du personnel enseignant dans vos localités respectives. Le standard vous est ouvert à partir de 6h35 via le 96 21 50 40. Suivez également Nasouba en direct sur notre page YouTube ORTB Radio Parakou. 96 21 50 40, encore un appel et nous allons boucler cette rubrique bien avant le journal parlé qui vous parviendra tout à l'heure à partir de 7h. Mesdames et messieurs, dans exactement 5 minutes, c'est 7h dans tous nos studios, un peu partout aussi dans le Nord Bénin. Je vous rappelle que c'est Nasouba avec Gédéon Biaou à la partie technique. Moi, c'est Prince Ernest Agouta, assisté, bien entendu, de Adif Lawani pour la partie informatique. Merci à chacun et à tous de participer à Nasouba. Voilà, 96 21 50 40, nous sommes toujours là pour vous recevoir. Pour le moment, le téléphone ne crie pas, ne bouge pas de bruit par ici. En tout cas, les gens ont compris que c'est déjà le journal qui s'annonce dans 3 minutes. Le temps file, le temps passe vite. Mesdames et messieurs, je pourrais tout simplement vous rappeler que s'inquiéter n'effacera pas les problèmes de demain. Cela ne fait qu'enlever la paix d'aujourd'hui. Pensée du jour, bonne méditation à chacun et à tous. Le journal tout à l'heure, c'est une présentation de Sabimane qui est déjà là et avec Abdoulaye Moumouni Yakoubou que je vois aussi. Et, mesdames et messieurs, la partie sera très bien animée. Merci donc de rester très fidèles au programme de Radio Bénin émettant de Parakou. En attendant le journal parlé, nous vous proposons Wilf Enigma. La vie ici-bas, ça veut dire beaucoup de choses. Mesdames et messieurs, merci donc de vous installer pour le journal. Quels que soient tes revers, même si tout va de travers, et si tout semble être à l'envers, prends courage, persévère. Quelles que soient tes ambitions, ta foi et ta dévotion, que tu n'obtiennes satisfaction, donne-toi toujours à fond, car chaque chose a sa vraie place, dans le temps et dans l'espace, quoi que la vie te réserve. Bats-toi toujours, espère, qu'à chaque chose a sa vraie place, dans le temps et dans l'espace, quoi que la vie te réserve. Bats-toi toujours et espère. Et c'est comme ça, oh, 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 et c'est comme ça, la vie si bas, oh, 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 la vie si bas. Et c'est comme ça, oh, 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 et c'est comme ça, la vie si bas, oh, 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 la vie si bas. On n'est pas souvent où on veut être, mais on est toujours là où on doit être. Sois heureux dans tes malheurs, car ce n'est que ton bonheur. Chez le coiffeur, chacun à son tour. Sur cette terre, chacun à son jour. Alors un jour sonnera. Sabimane, bonjour. Ernest Agouta, bonjour, le réveil. La go est encore plus choco que... Naturellement. Merci d'être là.
Oui, c'est un plaisir d'être toujours en face, sinon en direct, parce que vous le savez, désormais vous pouvez nous suivre sur notre page YouTube ORTB Radio Parakou. Donc je suis en face des auditeurs, téléspectateurs, et voilà. Ils comprendront que c'est une belle dame. Je ne sais pas si c'est partagé, mais je suis là pour vous livrer les informations de cette journée du 6 octobre 2020. Nous allons L'actualité est riche. L'actualité est riche, mais c'est un bulletin, vous le savez, on ne peut pas tout délivrer. D'accord. Toute l'actualité reviendra à partir de 13h dans notre grande édition de la mi-journée. Ce matin déjà, nous allons vous informer que la distribution des attestations du bac a déjà commencé sur toute l'étendue du territoire national. Il va falloir que les nouveaux bacheliers sortent pour aller récupérer ce document, sans quoi après ils vont devoir aller vers les directions pour le faire. C'est une opportunité qui est offerte à tous les parents. Bonne suite à vous. Merci. Merci d'écouter Radio Parakou. Il est 7h. Le journal. Info Matin, Samirat Chabi Mandé. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le bulletin de l'information. Une délégation de l'Agence nationale d'identification des personnes physiques ANIP séjourne désormais à Parakou à compter de ce lundi. Donc depuis hier, cette délégation est à Parakou. Diverses prestations relatives aux pièces d'état civil seront délivrées aux citoyens dans le cadre de la dématérialisation de l'administration publique. Kolob Amadji pour plus de précisions. L'ANIP ouvre ses portes à Parakou. Des prestations telles que l'établissement de cartes biométriques, obtention du duplicata seront faites. La principale condition pour le dépôt des dossiers est d'avoir fait l'opération de RAVIP. Fauziat Akpogandé, agent à l'ANIP Parakou, rappelle les actes à réunir pour l'obtention du duplicata et de l'acte sécurisé. Pour pouvoir entrer en possession du duplicata, il faut se rappeler du numéro de téléphone que vous avez donné lors de la RAVIP. Si vous avez votre acte de naissance, vous apportez l'acte de naissance. Mais vous payez d'abord 500 francs à la perception. Maintenant, pour la sécuriser, il faut la photocopie du récépissé RAVIP, la photocopie de l'acte de naissance, une quittance de 1000 francs que vous payez à la perception. Donc, il y a certaines personnes qui ont fait le RAVIP, mais qui ont égaré le récépissé et qui veulent la sécuriser. Donc, ces personnes doivent payer 1500 à la perception, 1500 pour le duplicata et 1000 francs pour la sécuriser. Pour ça, il faut avoir l'acte de naissance et payer 1500 à la perception et venir à notre niveau. L'agence est aussi habilitée à délivrer le certificat d'identification personnelle aux citoyens. Le CIP, ça remplace le certificat de possession d'État et l'attestation de résidence. Si vous avez ça, on vous demande l'attestation de résidence par exemple, il suffit de faire la photocopie du CIP et vous joignez ça à vos dossiers. Pour le CIP, c'est à 2800 et vous versez ça à la perception. Vous faites la photocopie de l'acte de naissance, photocopie du récépissé RAVIP et une attestation de résidence. À cela s'ajoute l'établissement de la carte d'identité biométrique. Pour avoir la carte biométrique, il faut nécessairement avoir l'acte sécurisé et le CIP. Maintenant, quelqu'un peut venir demander le tout en même temps, de la sécuriser jusqu'à la carte biométrique. Donc la personne doit verser 9800 à la perception, une attestation de résidence, une photo bijou, la photocopie de l'acte de naissance, photocopie du récépissé RAVIP. Il peut arriver que quelqu'un veuille le tout en même temps, mais a égaré son récépissé RAVIP. Donc ça fait 10 300 que la personne doit verser à la perception. La population est invitée à effectuer le déplacement à l'ANIP Parakou pour entrer en possession des actes courants d'état civil. Voilà donc une opportunité offerte aux populations du Nord Bénin. Nous parlons éducation. À présent, les nouveaux bacheliers du Borgou peuvent désormais entrer en possession de leur attestation de bac. L'opération de distribution de cette pièce a démarré hier lundi donc au lycée Mathieu Bouquet. Doris Nathalie Olabi. Nous sommes ici à la salle des fêtes du lycée Mathieu Bouquet à Parakou. On peut y apercevoir un long fil de nouveaux bacheliers. Ils sont venus retirer leurs attestations de bac. Malgré l'affluence, Charlotte Chabi a le document en main.
J'étais là depuis 6h du matin. Bon, vous constatez avec moi le rang qui se trouve dehors. Je suis très content d'avoir pris mon attestation. Bédarous Sidi, lui, attend toujours. Je suis parmi les dernières personnes à venir. Il y a beaucoup de monde. Bon, on va attendre pour voir quand même jusqu'au soir. Dans le respect des mesures barrières, l'opération suit son cours. Taïrou Morakora, chef service de l'organisation du bac. Cette distribution se fera pendant une semaine, du lundi au samedi, de 8h30 jusqu'à 19h. Et c'est les candidats, n'est-ce pas, essentiellement du Borgo qui sont attendus ici. Et c'est dans la salle de fête du lycée Mathieu Bouquet. Alors, dans cette salle, nous avons constitué, n'est-ce pas, 3 commissions qui vont recevoir les candidats et leur distribuer leur attestation. Et la première commission, n'est-ce pas, s'occupe des jurys 10 à 24. La deuxième commission s'occupe des jurys de 25 à 36. Et la troisième commission, n'est-ce pas, des jurys de 37 à 45. Chaque candidat doit pouvoir se situer par rapport à l'intervalle où se trouve son jury. Il rappelle ici les conditions à remplir pour entrer en possession de son attestation. Il y a la quittance de paiement qu'on retire à la banque, après le dépôt après le versement des 5 000 francs, et la photocopie du relevé de notes et la carte d'identité. Taïrou Morakora invite les bénéficiaires à sortir massivement profiter de ces 6 jours que dure l'opération pour retirer leurs attestations plutôt que de se retrouver dans l'obligation de faire le déplacement de Cotonou. 7h05, Doris Nathalie Oulabi sur la régionale de l'ORTB. Nous parlons toujours éducation. L'année scolaire 2020-2021 a démarré déjà depuis quelques jours. Le rêve de tous est de la voir finir en beauté. Pour la concrétisation de ce rêve, parents et élèves, mais aussi l'école a un rôle à jouer. Radio Paraco s'intéresse donc à ce rôle dans cet élément signé Boniface Kolawale Biao. Une année scolaire finie en beauté. La grosse part du travail revient d'abord à l'école. L'enfant, en effet, y passe la grande majorité de son temps et c'est l'école qui trace les grandes orientations à lui donner. La responsabilité de l'administration est donc engagée. Narogobi Chatoko, spécialiste des questions d'éducation. L'administration doit avoir l'œil sur la discipline au sein de l'établissement et aussi sur le travail que font globalement les enfants. Je crois que toutes les administrations des collèges, ça n'hésite pas à inviter les parents au cas où l'enfant a des difficultés à l'école, quand peut-être l'enfant a un certain comportement un peu déviant dans l'école. Je crois que c'est cet ensemble-là qui va aider et les apprenants et les enseignants et l'administration à mieux réussir cette mission d'enseignement et d'éducation de nos enfants. Chaque enseignant en contact direct avec les apprenants doit se rendre disponible pour transmettre le savoir aux enfants et les aider à s'en approprier. L'enseignant doit s'adapter, c'est à lui de tout faire d'une manière pour que l'enfant puisse aimer ce qu'il fait, puisse comprendre, expliquer le plus possible pour que au moins la majorité des enfants comprennent et ne pas se fatiguer de recevoir même les enfants même après le cours qui demandent ci, qui demandent ça. Donc c'est à ce prix qu'on aura nos bons résultats. Narogobi Chatoko veut compter sur chaque école pour bien jouer son rôle dans la construction du Bénin. Et puisque nous parlons éducation, nous allons parler de cette journée mondiale des enseignants. Elle est célébrée donc hier et rend hommage à cette corporation. Notre antenne régionale de la Liborie s'intéresse au quotidien d'une enseignante modèle passionnée de sa profession. Miranda Idou Daouda est la directrice de l'EPP Fouré dans la commune de Kandi, Wenceslas Awaimon et Aziz Alagbe sont allés à sa rencontre. La journée de Miranda Idou Daouda commence très tôt. Par beau ou mauvais temps, le devoir appelle l'enseignante. La trentaine, l'institutrice répond avec abnégation. 32 km environ à avaler chaque matin et chaque soir à moto. La grande partie de son trajet, une piste rurale, la route de Fouré, fortement dégradée. Sur cet axe commence le parcours du combattant. Avec ses dizaines d'années d'expérience cumulées, Miranda nous affirme qu'enseigner était pour elle un rêve. Pour la petite histoire, mon papa fut
instituteur, il est maintenant à la retraite. Bon, quand je le voyais corriger les cahiers à la maison, en tout cas, j'avais la passion. J'ai dit, mais moi-même, j'irai vers ce métier. Et me voilà aujourd'hui institutrice. Et j'en suis fière. Institutrice, mère de 3 enfants et femme au foyer. 3 statuts difficilement conciliables. C'est pas facile de finir avec les travaux domestiques à la maison avant de se mettre en route pour le service. Mais j'arrive à m'en sortir, j'arrive à gérer ça. La situation impacte quelque peu le quotidien de ces enfants. Quand je reviens, je me sens seule parce qu'il n'y a personne. Je me sers la nourriture, je mange, puis après j'apprends mes leçons. De la rigueur et de la méthode sont entre autres les secrets de la directrice de l'école primaire publique de Fouré. À 5 heures déjà, je suis sur pied. Parce qu'il faut que je fasse le petit déjeuner des enfants et le déjeuner. Et à 6h30, je prends la voie et à 7h30, ou plus à 7h30, je suis à l'école. Quand il vient les matins, je passe les midis ici. C'est bien, ma passion, c'est de rester avec les enfants. J'aime plus passer mon temps avec les enfants. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Au vu de ses performances, Miranda est une actrice clé de l'éducation pour Fouré. Depuis des années, elle a à plusieurs reprises marqué 100% de réussite au certificat d'études primaires, dont 7 retenues pour prendre part au concours du Prytanée militaire en 2017. Aussi, selon son entourage, la fille d'Aïdoou reste-t-elle une mère modèle, une épouse exemplaire. Souleymane Daouda est l'époux de Miranda. Là où je travaille, c'est loin. Moi-même, là où je travaille aussi est loin. On se rencontre tous le soir et on voit les enfants. Si ces enfants-là réussissent, je peux dire que c'est à cause d'elle. L'absence d'un collège pour ces enfants à Fouré serait l'une des difficultés qui empêche la directrice d'école d'y résider. De retour de Fouré, Aziz Alagwe, Radio Bénin. Et voilà donc un exemple à suivre. Moi, j'ai été très touchée par ce reportage. Merci à notre antenne régionale de Kandi. Sans transition, nous allons hors du Bénin. Nous sommes au Mali. Le gouvernement de transition de ce pays a dévoilé hier lundi 6 octobre les membres de son nouveau gouvernement. Sur les 25 membres, donc les militaires occupent 4 postes stratégiques: la défense, la sécurité, la réconciliation nationale et l'administration territoriale. Dans le gouvernement de 25 membres, la junte a au moins 4 portefeuilles, comme je le disais tantôt. Dans ce gouvernement, toujours, très peu de places ont été réservées pour la classe politique traditionnelle, qui a d'ailleurs proposé le nom du nouveau ministre de l'économie et des finances, Alouseni Sanou, cadre d'une banque locale. Le M5, mouvement de contestation qui a participé à la chute de l'ancien régime, ainsi que son autorité morale, l'imam Mahmoud Diko, ont 3 portefeuilles. La communication, le ministère de l'Emploi avec à sa tête le jeune dynamique Mohamed Salia Touré, et enfin le ministère de la Refondation dirigé par Mohamed Koulibaly, très proche d'une haute grande figure du M5, le cinéaste Cheikh Omar Sissoko. Au ministère des Affaires étrangères ou encore à celui des Affaires foncières, on sent la touche du Premier ministre Mokhtar Ouane. Présidentielle en Côte d'Ivoire, la CEDEAO à Abidjan pour consolider et amplifier les acquis. Une délégation conjointe emmenée par la CEDEAO, mais comprenant aussi l'Union africaine et l'ONU, est à Abidjan depuis hier lundi, et aujourd'hui, ce mardi 6 octobre, à la CEDEAO, on qualifie cette visite en Côte d'Ivoire de mission de diplomatie préventive en vue de la présidentielle du 31 octobre. Une mission destinée à consolider et amplifier les acquis selon l'organisation régionale conduite par la ministre ghanéenne des Affaires étrangères. Elle doit s'entretenir avec les ministres et institutions en charge de l'organisation des élections, les acteurs politiques et diplomatiques, ainsi que le président
Alassane Ouattara. Nous sommes dans le continent de l'Asie et du Pacifique, en Afghanistan, donc un gouverneur visé par une attaque kamikaze. 8 personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été blessées dans une attaque kamikaze dans l'est de l'Afghanistan. C'était hier 5 octobre. L'attentat qui visait le convoi d'un gouverneur provincial qui a survécu n'a pas été revendiqué. Les violences continuent malgré les pourparlers de paix qui ont commencé le 12 septembre 2020 au Qatar entre talibans et gouvernement. Le gouvernement de la province de l'Afman circulait donc en voiture lorsqu'un kamikaze a lancé son véhicule bourré d'explosifs contre le sien. Parmi les victimes, les gardes du corps et de ce responsable provincial et des dizaines de civils. Les violences se sont intensifiées dans cette province de l'Est de l'Afghanistan où les talibans sont très actifs dans certains districts. Des centaines de familles ont dû récemment quitter leur foyer utilisés comme des boucliers par les talibans contre les forces gouvernementales, disent les autorités locales. Et pour finir, nous sommes aux États-Unis. Vous le savez, Donald Trump a quitté l'hôpital Walter Reed hier lundi 5 octobre pour regagner la Maison Blanche où les cas de contamination au COVID-19 se sont multipliés. Donald Trump l'avait lui-même déjà annoncé sur Twitter. Il quittera l'hôpital de Walter Reed à 22h30 temps universel. À l'heure dite, le président américain a franchi les portes dorées de l'établissement situé dans la banlieue de Washington où il avait été soigné depuis jeudi après avoir été testé positif au Covid. Masque sur le visage, cravate rayée, il a descendu quelques marches et a levé le pouce avant de monter dans un véhicule noir, puis dans un hélicoptère direction la Maison Blanche. À son arrivée, Donald Trump a enlevé son masque et a levé le pouce. Après 4 jours d'une communication chaotique sur son état de santé, hier donc, Donald Trump affirme qu'il se sent vraiment bien. Plus encore qu'il y a 20 ans, triomphe-t-il. N'ayez pas peur du moins du Covid. Ne le laissez pas dominer votre vie, a ajouté dans son tweet le locataire de la Maison Blanche. 7h16. Stop et fait de cette session de nos informations. Pendant ce temps, s'installe dans ce studio Ernest Agbota pour prendre les rênes de cette émission. Sabira Savimane, infiniment merci. Merci, c'est moi. Le journal se poursuit, Nassouba se poursuit. Mesdames et messieurs, merci d'être toujours avec nous. Ikileru Gounou-Sero, bonjour. Bonjour à vous, Prince Ernest Agbota, comme hier, nous sommes ensemble. Voilà, et toujours ensemble, les écureuils ont entamé depuis hier à Chantilly, dans l'Oise, en France, un stage de préparation de 4 jours. Effectivement, un stage de préparation qui entre dans le cadre du match amical international face aux Panthères du Gabon le 11 octobre prochain à Lisbonne, au Portugal. Michel Dussuyer et ses hommes ont effectué leur première séance d'entraînement avec ses joueurs hier lundi en soirée. 18 des 23 joueurs convoqués étaient à cette séance d'entraînement. Il s'agit de Michael Poté, Khaled Adeno, Jordan Adeoti, Emmanuel Imoro, Rodrigue Kossi, Seydou Barazé, Jordan Dossou, Chabel Gomez, Youssouf Asogba, Yohan Roche, la nouvelle recrue de l'un des nouveaux de cette équipe nationale des écureuils, Mathieu Arlenvi, le néophyte aussi, Moïse Adileo, Cédric Kontondi, Steve Mounier, David Digla, Mama Seibou et Cécile Dalméda. Le reste du groupe devrait rejoindre en principe l'équipe dans la nuit d'hier.
Vous nous dites aussi que c'est une semaine chargée pour les sélections africaines qui livrent des matchs amicaux à l'occasion des journées FIFA. Effectivement, ces matchs amicaux s'étendent jusqu'au 13 prochain. Demain déjà, notez que le Cap-Vert a rendez-vous avec Andorre, la Zambie joue le Malawi. Le jeudi au Portugal, Mozambique, Guinée-Bissau. En Tunisie, on aura droit à une affiche Libye, Togo, et Pervier du Togo, bien sûr, aux Pays-Bas. La Belgique a rendez-vous avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Le vendredi 9 octobre, la Tunisie affronte le Soudan, le Maroc, Sénégal, le Burkina Faso, la RD Congo au Maroc, au Portugal. Notez que le Congo-Brazzaville a rendez-vous avec les Scorpions de la Gambie. En Autriche, l'Algérie va affronter les Super Eagles. Les champions d'Afrique en titre vont jouer donc les Super Eagles. Le Japon va en découdre avec le Cameroun, c'est aux Pays-Bas. En Turquie, le Ghana va affronter le Mali et la Mauritanie va jouer là à Sierra Leone. Il faut dire que toutes ces rencontres sont se jouent dans le cadre de la journée FIFA ou des journées FIFA qui s'étendent jusqu'au 13 octobre prochain. Taekwondo, l'athlète béninois Judiel Kiki, boursier olympique, continue de gravir les échelons. Oui, à 26 ans, le taekwondoïne béninois fait son petit bonhomme de chemin. De l'autre côté du Competence Center, c'est en Allemagne. Il faut dire que du haut de ses 86 mètres natifs de Port-Loup avait bénéficié effectivement d'une bourse olympique en avril 2018. Il nous parle ici de ses débuts en Allemagne. Au départ, j'avais pas choisi le taekwondo. C'est le kung-fu qui me plaisait. À l'époque, c'était les films de Bruce Lee, de Jackie Chan et de Jet Li qui passaient plus à la télé. Donc j'étais un réel passionné du kung-fu. C'est le kung-fu que je voulais choisir à l'époque. Mais il s'est fait que dans la région où j'étais, les parents ne connaissaient aucun maître pratiquant de kung-fu. Vu que mes grands frères, Rostan Kiki, ancien boursier olympique, résident aux États-Unis, et Romain Kiki, l'actuel capitaine de l'équipe nationale de taekwondo, eux, ils faisaient déjà du taekwondo grâce à maître Raymond Ojo, ceinture noire 6e dan. Donc c'est ça qui a fait qu'ils ont dû m'orienter aussi dans le taekwondo. Voilà, j'y ai pris goût. Voilà, le taekwondo, une affaire de famille chez les Kiki, et Judiel a emboîté donc les pas de ses aînés, ses frères, donc, et ses performances enregistrées depuis son intégration dans le centre d'excellence et de perfectionnement d'Allemagne dans sa catégorie fétiche de les 68 kilos en 10 long. On va écouter de nouveau notre taekwondo Judiel Kiki. Voilà, j'ai intégré mon centre de perfectionnement qui est le Taekwondo Competence Center. Le matin, on travaille le conditionnement physique à la salle de gym. À midi, c'est des techniques de combat sur les targets. Et le soir, on se met en condition réelle de combat. On fait aussi des shadows. On s'entraîne du lundi au vendredi 3 fois par jour. Et les samedis, 2 séances par jour. Les dimanches sont consacrés pour le repos. 2019, j'ai décroché une médaille d'or lors de la Coupe internationale Reutlingen en Allemagne. J'ai décroché une médaille d'or au Baden-Württemberg Championship. J'ai décroché une médaille en bronze à l'Open d'Autriche en janvier 2020. Voilà, j'ai décroché une médaille d'or Reutlingen. Mon rêve en carrière a toujours été de décrocher une belle médaille à une grande échéance internationale telle que les Jeux Olympiques ou les Championnats du monde. Voilà, à l'instant donc, j'ai eu Diel Kiki. Allez. Vous parlez de toutes les disciplines sportives tous les matins, chaque fois et toutes les fois. Ouais. Quel est votre sport préféré, Ikileru Gunusero? D'abord, je suis un footballeur raté. Donc, mon sport... Pourquoi c'est raté? Oui, justement, parce que je n'ai pas fait carrière dans ce domaine-là, c'est tout. Donc, d'abord, c'est le sport, et le football. Ensuite, j'ai une autre discipline que j'adore, c'est le handball. Après le handball, j'adore aller à vélo. Quel est votre sport favori? Vous n'avez pas répondu à ma question. Mon sport favori, c'est d'abord le football. Le football. Oui. Merci beaucoup. Puisque je disais tantôt que je suis un footballeur raté. Merci et bonne suite à vous. Sportivement, votre bonne suite d'édition de Nasouba à vous également. Merci. La suite, c'est la revue des titres. À défaut, nous repartons sur Nasouba. Les responsables des établissements scolaires publics sont confrontés au début de chaque année scolaire au problème de non-respect des modèles de tenue uniformes par certains élèves malgré l'existence des tests réglementaires. Les acteurs du système analysent ce problème en vue de son éradication dans ce grand reportage de Desk Société, Culture et Éducation du service de l'information de Radio Parakou, une réalisation de Abdoulaye Moumouni Yakoubou.
Des comportements déviants sont observés chez les élèves de l'enseignement public en matière de tenue uniforme. Confirmation des enseignants et des parents d'élèves. Pantalon jusqu'au niveau des fesses, vraiment ça ne va pas. Le constat est clair à l'école ou même dans les rues, vous le voyez, et ce n'est pas bon pour un élève bien éduqué. Lorsque vous voyez surtout des filles qui portent des robes tout juste au niveau des cuisses, vous vous demandez où allons-nous? Au niveau des garçons, ce qu'on constate plus, c'est que soit ils cousent des tenues, surtout la chemise, soit c'est avec une poche, avec des cols soulevés. Donc il y a aussi le fait que leur culotte dépasse les genoux sous forme de 3/4. Le psychologue de la vie sociale et professionnelle Nox Banda renchérit. La robe laisse voir une partie des cuisses et tout le reste. C'est même très coincé au point où lorsque la jeune fille prend place, elle a du mal à se protéger. Dès lors que l'enseignant est distrait, imaginez la suite, ça perturbe même les amis. Et c'est la même chose au niveau des garçons également, qui sont obligés d'adopter un modèle très sexy qui ne permet même pas de lever le pas. Le règlement intérieur est clair sur les modèles. Karimou Tabé Adamou, surveillant général au collège de Soubroukou à Djougou, dans la Donga. Il faut 2 poches en bas et une poche en haut, 3 poches. Avec une fente V derrière. C'est des cols V sous forme veste. Chez la fille, une robe qui doit être au niveau genou, un peu au-dessous. Chez les filles, les genoux ne doivent pas être visibles. Il y a 2 poches vers le bas avec boutons. Des poches rectangulaires, c'est-à-dire des poches allant vers le bas et non sous forme oblique. Et aussi chez les garçons, le kaki culotte doit être au niveau des genoux. Une fantaisie est également constatée dans le choix de la couleur kaki. Aziz Tiahoun, surveillant général au collège 2 de Djougou. Certains choisissent des couleurs noires, comme des couleurs jaunes, comme des couleurs blanches, comme kaki, ce qui n'est pas conforme. Il y a la couleur grise, qui est plutôt la couleur désignée pour une tenue kaki. L'extravagance dans les tenues uniformes est source de harcèlement sexuel en milieu scolaire. Karimou Tabé Adamou. C'est le premier facteur du harcèlement sexuel, la tenue vestimentaire. Parce que si la tenue est tellement serrée, toute la forme de la fille est exposée. Si bien que ça peut amener soit entre élèves le harcèlement, soit entre la fille et les enseignants. Aziz Tiahoun sur l'application des dispositions du règlement intérieur. Le règlement intérieur a prévu que lorsqu'un élève, que ce soit garçon ou fille, est en tenue non conforme, il faut renvoyer l'élève pour qu'il aille se mettre au pas. On sensibilise l'intéressé en lui montrant tous les aspects que doit avoir une tenue kaki. Nous mettons l'intéressé en observation pour 2 jours et passé ce délai, nous procédons au renvoi vers les parents de l'intéressé qui doit rester à la maison jusqu'à ce que la tenue conforme nous revienne. En cas de récidive, l'élève perd 2 points en conduite ou 2 heures de retenue. Pour le psychologue de la vie sociale et professionnelle, la responsabilité est partagée au niveau des acteurs du système éducatif. Nox Banda. Un parent qui envoie son enfant à l'école doit être en mesure d'aller vers le couturier de la famille pour dire voici le modèle selon lequel la tenue ou les tenues de mes enfants doivent être cousues. Le collège doit être à même de renvoyer systématiquement ces élèves qui ne sont pas en règle vis-à-vis de leur tenue vestimentaire. Maintenant, au niveau de l'État central, il va falloir que des instructions soient fermes. Le choix des programmes de télévision est également indexé selon le parent d'élève, Rachid Traoré. L'enfant imite souvent ce qu'il voit à la télé, les artistes. C'est ça qui fait que ça continue comme ça. Or, il faut faire la différence entre un artiste chanteur et un élève qui est en train d'apprendre pour que demain, lui aussi, il puisse donner l'éducation aux autres. Donc, on va demander aux parents de voir à la maison quel genre de chaîne il faut capter aux enfants, quels sont leurs amis. Rigueur dans le suivi des élèves par les parents, fermeté dans l'application des textes réglementaires dans les établissements publics sont entre autres options. L'article 5 du règlement intérieur en vigueur dans les établissements secondaires publics dispose « Les apprenants doivent se présenter dans l'établissement en tenue uniforme réglementaire cousue selon les modèles officiels ».
Eh bien, déjà 7 heures passées de 29 minutes dans tous nos studios. Ici, c'est Radio Bénin Métan de Parakou. Vous êtes sur Nassouba. La rubrique suivante, c'est Ça se discute. Mesdames et messieurs, restez toujours avec nous. Nous, c'est Gédéon Biawa à la partie technique, Adif Lawani à la partie informatique. Moi, c'est Prince Ernest. Je reçois tout à l'heure Doris Nathalie Oulabi, qui est ici à Parakou, avec Aziz Alagwe de l'autre côté de Kandi. Nous allons discuter de certaines questions d'actualité. Mesdames et messieurs, c'est intéressant. Restez toujours collés à vos postes récepteurs. Ça se discute. Faites-vous une idée claire de l'actualité. Ça se discute et on est déjà là pour discuter de certaines questions d'actualité, notamment l'état des lieux du personnel enseignant déjà à cette rentrée scolaire qui vient de commencer il y a seulement quelques jours. Aziz Alagwe, alors à Kandi et dans la région, dans le département de la Liborie, quel est l'état de lieu, quel est le constat en matière de l'état des lieux du personnel enseignant dans les établissements scolaires et publics et aussi privés, pourquoi pas? L'école, c'est l'école. Mon cher ami. Bien sûr que oui, Prince Ernest, bonjour à vous. Oui. Bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent particulièrement ici, dans la Liborie. Bonjour à Doris Nathalie Oulabi qui est certainement avec nous. Doris est avec nous. Doris, bonjour. Ernest Agota, bonjour. Bonjour Aziz, bonjour à tous nos auditeurs. Merci. Alors, comme vous le demandiez tantôt, je dirais que c'est trop tôt pour avoir un état des lieux exhaustif en ce qui concerne la disponibilité du personnel enseignant. Toutefois, nous avons un cliché de cette présence-là au poste et aussi de ce manque qui nous a été signalé, sinon qui a été signalé aux autorités lors de nos différentes sorties, notamment le lundi 28 passé, le lundi jour de la rentrée, jour officiel de la rentrée. Il y a de ces écoles-là, si j'ai encore bonne mémoire, Tacitégui à Malanville ou à l'EPP Centre à Malanville, où des directeurs nous ont notifié à la délégation un certain nombre de déficits, sinon un certain déficit en ce qui concerne les enseignants, ceux-là qui doivent diriger les situations de classe, notamment à l'EPP Tacitégui où au niveau d'un groupe, c'est un complexe, au niveau d'un groupe du complexe, et avec 3 enseignants sur 6. Vous voyez, ça fait 50% déjà. Et ailleurs, c'est 1 sur 6, un enseignant qui manque sur 6. Vous voyez, lorsqu'on va faire la somme totale de ceci, on saura donc qu'au démarrage de la rentrée scolaire, certains élèves ne sont pas, sinon certaines classes ne sont pas pourvues d'enseignants. Et là, déjà, c'est une question que à laquelle doivent trouver des réponses les autorités qui sont à la tête, les décideurs au niveau du secteur de l'enseignement. Et le directeur départemental de l'enseignement maternel, des enseignements maternels et primaires s'est prononcé là-dessus. Il a dit, oui, ce sont des situations qui seront réglées d'ici là. Et quand on sait également que, avec les réformes et la nouvelle répartition des aspirants, ceci n'a pas été fait de trop tôt. À la veille de la rentrée, il y a encore de ces aspirants-là, il y a encore de ces écoles qui ne savent pas qui vient, combien viennent pour prendre la situation. Donc, si on doit faire ce cliché-là, c'est ce qu'on peut dire, mais un état des lieux exhaustif en ce qui concerne la disponibilité des enseignants ou pas, nous, à notre niveau, en ce qui nous concerne, on ne saura pas dire un peu plus que ça.
Merci, restez toujours avec nous, Aziz Alagwe. Doris Nathalie Olabi, vous êtes journaliste reporter, vous êtes ici à Parakou. À Parakou, dites-nous quel est l'état des lieux du personnel enseignant déjà dès ce début de rentrée scolaire à Parakou, dans la cité des Kobourou et environ, Parakou et environ. Comme je viens de le dire, Aziz, c'est un état de lieu qu'on ne peut pas faire tout de suite parce que les choses viennent de commencer. Et vous savez, le déficit d'enseignants, c'est un problème qui se pose chaque année. Et donc, c'est au fil des temps, au fil du temps que les autorités en charge de l'éducation essaient de jongler. Il faut ainsi parler pour pouvoir arranger les choses. La question des réformes avec les histoires d'aspirants, tous n'ont pas encore rejoint et donc on ne peut pas dire aujourd'hui de façon concrète que le manque d'enseignants est déjà conjugué au passé ou bien qu'il y a suffisamment d'enseignants ou pas. Mais toujours est-il qu'il y a des écoles où il y a des classes qui n'ont pas encore d'enseignants. Mais d'après les autorités, c'est quelque chose qui sera corrigé d'ici à là. Et donc, on attend, on leur laisse le temps une fois de voir comment ils ont pu corriger et après, on pourra peut-être se prononcer. Aziz Alagwe, mais quand est-ce qu'on va finir avec tout ça? Puisque le problème est devenu cyclique, à chaque rentrée scolaire, c'est toujours le problème de l'état des lieux, du personnel enseignant, toujours, chaque fois et toutes les fois. Pourquoi ne pas être proactif et éviter ces histoires? Parce que quelque part, nos enfants sont pénalisés. Avec leur niveau actuel, ils sont pénalisés, ils sont davantage pénalisés. Bien sûr que le grand perdant, c'est l'apprenant. Le grand perdant, c'est aussi les parents et les localités qui sont souvent lésés en ce qui concerne cette affaire de déficit d'enseignants PNCNS. Anticiper, oui, je pense que au vu des réformes du gouvernement actuel, je pense qu'il y a ce début d'anticipation parce que à l'époque, lorsque les manques sont signalés, c'est en ce moment que le recrutement est fait ou bien c'est en ce moment que l'appel est fait. Mais on a senti ici, c'est vrai que c'est à l'aube de la rentrée, mais c'est déjà bon, c'est un début de correction, si je peux m'exprimer dans ces termes-là. Lorsqu'on parle d'aspirants, lorsqu'on parle de répartition sur le plan national, lorsqu'on parle de sélection aussi, on sent déjà qu'il y a une volonté d'anticipation. Et là, déjà, ça va corriger. Je pense que ces dispositions vont corriger tant soit peu cette situation. C'est une situation qui est récurrente à tous les pays en voie de développement. C'est une situation qui est propre à tous les pays sous-développés, il faut le reconnaître. Même certains pays qui se disent déjà développés connaissent ce problème de déficit d'enseignants. Certes, pas dans la même proportion, mais il faudrait déjà saluer les efforts des autorités qui se décident, sinon qui s'amènent à résoudre ce problème-là le plus tôt. Il y avait ces années-là où on a connu des salles de classe, sinon des niveaux d'enseignement qui n'ont pas d'enseignants et qui étaient obligés de partager un enseignant pour 2 classes. Vous voyez ce que ça donne déjà lorsqu'on sait que le seul enseignant attribué à une classe n'arrivait même pas à couvrir le quota horaire qui lui est attribué, de surcroît avoir 2 classes à lui seul. Vous voyez ce que ça donne comme boulot, comme travail à ces enseignants-là. Donc je dirais que on va anticiper. C'est sûr que les dirigeants, les gouvernants vont anticiper, mais le fait d'anticiper aussi, il faut avoir les moyens pour anticiper. C'est surtout là que se pose le problème, puisque quand on recrute, il faut payer. Quand on recrute, il faut former. Quand on recrute, il faut assurer la santé, le logement, l'hébergement. C'est ça aussi l'anticipation, Aziz Alagwe. Doris Nathalie Olabi. Doris Nathalie Olabi, toujours avec nous. Je vous suis, monsieur. Eh bien, Aziz faisait comprendre que c'est un problème propre à tous les pays en voie de développement, mais pas avec la même proportion. Les proportions sont relatives. Eh bien, mais ce n'est pas une fatalité, Doris Nathalie Olabi. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité. Et moi, je pense que c'est parce que notre gouvernement a vu que ce n'est pas une fatalité qu'il a engagé beaucoup de réformes. Et cette histoire d'aspirana aussi, je pense que c'est dans l'espoir de corriger
ce déficit-là, même si pour le moment ce n'est pas encore organisé, ce n'est pas encore comme cela doit être. Je pense que c'est dans le but de combler les déficits d'enseignants que le gouvernement a lancé les aspirants. Et donc, avec le temps, avec la volonté gouvernementale, je sais qu'on finira par conjuguer ces choses-là au passé. Et avant tout ça, moi, je reste quand même, c'est une proposition de ma petite personne, qu'il est temps, effectivement, que l'État fasse un état des lieux sérieux des besoins en enseignants, que ce soit dans le primaire ou dans le secondaire. Naturellement. Et qu'en fonction de ça, maintenant, qu'on puisse voir, même si c'est chaque année, qu'il faut faire un recrutement ou bien qu'il faut faire... Moi, je pense que, Doris, cet état des lieux est fait, cet état des lieux est connu. Mais il y a quand on parle du boom démographique, quand on parle de l'augmentation de la population, je pense que ce n'est pas des régularisations qui se font aussi systématiquement. Ce n'est pas un logiciel. Ce sont des hommes qui travaillent sur ces chiffres-là. Les directeurs départementaux, les chefs de région pédagogiques, tous ceux-là interviennent pour que l'ajustement soit fait, en tout cas pas avec un grand décalage, mais certes avec un décalage. C'est une situation qui ne peut pas être automatique. Et quand on sait qu'il y a de ces réformes-là qui viennent changer le cours des choses. Vous voyez, l'aspirana n'était pas au programme à l'époque, mais les calculs qui étaient en train d'être faits n'étaient pas terminés. Les dispositions qui étaient en train d'être prises ne sont pas terminées. Et voilà, il y a une réforme qui vient changer tout ça là. Mais on va avec, c'est sûr que avec le temps, on en viendrait là, mais c'est ce que je suis en train de dire tantôt lors de ma prise de parole, c'est que c'est un processus. Et un processus, c'est avec le temps, ça va. C'est ça que je voulais faire comprendre, Doris Nathalie-Olabi. En tout cas, que ça soit Doris ou que ça soit Aziz, je vous le dis et je le répète, moi je tiens à l'anticipation. Il faudrait que nous soyons proactifs. Et quand je dis nous, c'est l'État, c'est tout le monde. C'est un idéal, moi, je dirais. Voilà. Merci. Et nous allons rester dans la même veine. C'est un idéal et c'est bien de le dire pour nous qui sommes à la touche, mais ceux qui sont face à la réalité, ce n'est pas pour autant facile, il faut le reconnaître. Parce que la belle preuve, ceux qu'on a engagés l'année passée, il y en a qui jusqu'ici ne sont pas rémunérés. Il y en a qui ne sont pas rémunérés et n'oublions pas que c'est des pères de famille, c'est des mères de famille qui ont besoin de la rémunération aussi pour subvenir à leurs besoins, ne serait-ce que pour avoir l'équilibre qu'il faut. Parce qu'une chose est d'avoir les enseignants dont on parle, mais une chose est qu'ils puissent donner le savoir adéquat à nos enfants. Et il faudrait qu'ils soient dans de très bonnes conditions de travail. Dans de très bonnes conditions. Si le gars ne trouve pas à manger, si le gars n'arrive pas à se déplacer, n'arrive pas à se vêtir, et encore que par rapport à tout ça, on demande un minimum. Et s'il n'a pas les moyens pour le faire, vous voulez qu'il donne le savoir comment? Vous voulez qu'il partage quoi? Doris Nathalie-Olabi, je dirais que c'est un sacerdoce, c'est une question de vocation aussi. Vous ne verrez nulle part dans un pays où les citoyens vont se dire, allez, nous sommes au top niveau et le salaire, ça suffit, les conditions de travail, ça suffit, on réclame et on en réclamera toujours. Il n'y a pas ce pays-là où le bonheur existe. Ici, nous devons faire avec notre niveau de développement, Doris Nathalie-Olabi. Aziz Alagwe. Et je pense que en ce qui concerne la situation de l'enseignant au Bénin, nul ne peut dire qu'il n'y a pas eu d'amélioration. Il y a d'amélioration, c'est même un des secteurs les mieux pourvus Aziz Alagwe, en matière de traitement gouvernemental. Je suis d'accord avec toi, Aziz Alagwe, mais nous parlons de la réalité. Merci beaucoup. Nous allons rester dans la même veine et continuer avec un autre sujet, le respect du code de la route pendant la rentrée scolaire et universitaire. Doris Nathalie-Olabi, vous êtes ici à Parakou. Aziz aussi connaît bien Parakou. Quel est l'état des lieux à Parakou et dans les autres villes du Septentrion actuellement? Est-ce que le code de la route est respecté tel que cela se doit pendant la période des rentrées scolaires et universitaires? Que tous les auditeurs de Parakou m'excusent pour ce que je vais dire. Il faut dire que Parakou, c'est une ville où rien n'est respecté, surtout en matière de conduite.
Et ce n'était pas facile en temps ordinaire, à plus forte raison en cette période de rentrée. Nous roulons mal à Parakou. Nous roulons très, 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 très mal à Parakou. Y compris Doris, Nathalie, Olabi, ou quand tu dis nous? Bon, c'est pourquoi j'ai dit nous. Pour que personne ne se sente indexé, c'est pourquoi j'ai dit nous. Nous sommes tous concernés. Je conçois mal qu'on soit en pleine ville. Qu'un motocycliste puisse voir que tout le monde est au stop devant un feu rouge et puisse traverser sans penser au feu de l'autre côté, au mouvement de l'autre côté, ou bien qu'on sorte d'une rue sans regarder à gauche et à droite, qu'on monte sur la route principale. C'est des choses auxquelles nous assistons. Et en ce moment où la rentrée est là, ce n'est pas rare de voir un Zénidiamant, par exemple, aligner près de 5 enfants sur la moto et faire le rallye, comme on le dit, parce que entre-temps, peut-être, il est pressé, il est l'heure, il faut qu'il file vite, et peut-être les enfants ne sont pas dans la même école, donc il faut vite déposer dans une école et rapidement rallier l'autre école. Et on voit ça avec le cœur lourd. Donc vraiment, je dirais qu'en matière de respect du code de la route à Parakou, franchement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça n'allait pas en temps ordinaire et en temps normal. Et maintenant, c'est la catastrophe. Aziz Alagui, êtes-vous du même avis? Sinon, j'allais dire plus. Et je dirais, on ne va pas mettre tout le monde dans le même panier. Lorsque Doris dit nous, pour inclure, ici, il faut indexer. Il faut indexer ces élèves-là qui quittent leur maison de façon docile et qu'une fois le portail fermé, qui deviennent des arrogants en matière de circulation, qui se mettent, j'allais dire, à faire de la voyoucrasie en matière de sécurité routière. Il faudrait indexer ces parents-là qui ne savent pas comment leurs enfants qui ont acheté des engins supérieurs à la norme de l'âge de leur enfant. Il faudrait voir ceci. Il faudrait aussi interpeller ces parents-là qui, lorsque l'enfant met le casque entre les jambes au-dessus de la moto, que ces parents-là qui se taisent. Il faudrait le dire. Il faudrait dire à ces parents-là également qui se voient leurs enfants dans le quartier, qui voient plutôt leurs enfants dans le quartier et faire de la surcharge en allant à l'école, soit disant que c'est de l'amitié, c'est de l'aide. Non, je pense que ce n'est pas ça. Il faudrait aussi dire à ces parents-là, même ces individus, ces adultes, je vais dire, qui roulent sans système d'éclairage. Parce que la sécurité routière, c'est tout un ensemble. C'est l'éclairage, l'allumage, les feux et tout ceci. Le système de freinage, même l'équilibre du conducteur, c'est tout ceci. Donc, je voudrais dire qu'il faut interpeller. Je connais bien la situation de Parakou avec son désordre en matière d'insécurité. Excusez-moi le terme, mais je pense que c'est le terme le plus approprié. Je connais bien aussi d'autres villes. Ceci est devenu comme le poids des grands pôles urbains. Parce que à Kandi, ici, on ne va pas exclure la chose. Il y a de cela 2 ans, moi j'étais ici avec l'avènement des radars au niveau de la police républicaine. Oui. Et il y avait une descente surprise. Il y avait de ces gros porteurs qui étaient déjà au-delà de 70 en pleine agglomération que la police républicaine a intercepté. Mais puisque c'était des périodes de sensibilisation, il n'y a pas eu de verbalisation, il n'y a pas eu de sanction. La répression avait été promise, je ne sais pas, entre-temps, nous avons suivi des reportages sur lesquels le préfet même est descendu pour sensibiliser et le préfet a autorisé à ce que la répression puisse commencer. Mais ici, je vois que nous sommes revenus et nous avons vu que c'est le même chien qu'on avait attaché qui s'est détaché. Pas plus tard qu'hier, je vous le dis, Prince Ernest, moi je revenais d'un reportage avec mon équipe, avec le cadre, nous étions bien sûr en train de circuler, de maintenir notre cap, en tout cas en ce qui concerne le code, un parent. Parce que je vais dire un parent, c'est une personne âgée qui prend le sens contraire sur le bitume, mais je dis bien sur la route inter-État. Il prend le sens contraire et on le voyait venir à plus de 200 mètres. Je dis, mais il veut faire quoi? Vous savez, il n'a pas songé à aller vers son côté. Il est venu et nous, on a cédé, on est descendu du goudron, on l'a laissé partir. Et c'est une personne âgée. Où est la morale? Après, on va dire qu'il y a... Que va-t-il dire
qu'il y a eu mort, qu'il y a eu accident, qu'il y a eu des blessures. Bien sûr. C'est dans le rang des élèves surtout. Également, on s'adopte, on se met, on prend son comportement, on dit bon, on va s'affronter. Parce que si on ne descendait pas, apparemment, il n'allait pas descendre. Il ne s'est pas soucié parce qu'il a évolué dans ce sens-là. C'est la même chose à Djougou, c'est la même chose à Nati, un peu partout dans les villes du Septentrion. C'est pour cette raison que j'ai dit que c'est une situation de grands pôles urbains. Vraiment. Doris Nathalie Olabi, est-ce que vous avez une recette à proposer face à tout ce qui est dit, face à tout ce qui se passe? Est-ce que vous avez une recette ou des recettes à proposer? Est-ce qu'on va parler de recettes? On va juste appeler la conscience des uns et des autres. C'est aussi une recette. On va appeler la conscience des uns et des autres, surtout des parents, de quitter tôt la maison. Quand on sait que l'enfant doit être à l'école au plus à 8h, déjà à 7h30 de grâce, il faut quitter la maison. On va demander aussi aux parents de penser à ces villes-là qui prennent près de 5-6 enfants pour déposer. Et puis les enfants, c'est ça moi qui m'écoeure, les enfants ne sont pas forcément dans la même école. Donc, on va ramasser l'autre peut-être à Goura et l'autre peut-être à Zongo. L'autre, on ramasse les enfants, on les entasse sur la moto et on file. Non seulement ils sont exposés aux accidents de la circulation, mais aussi au Covid. On en a vu des médicaments, par exemple, qui au feu sans masque, sans rien, on les entasse sur les motos. Sur la moto. C'est bien. Et puis, quand on essaie d'avoir de la courtoisie en matière de circulation, surtout pas cette aussi. C'est vrai que, certaines écoles ou bien, je ne sais pas trop si c'est l'autorité de la mairie, au niveau de certaines écoles, ils ont mis des chicanes, ne serait-ce que pour demander aux gens de limiter les vitesses et autres. Mais ça n'empêche pas la vitesse à Parakou. Voilà. Ça n'empêche pas la vitesse à Parakou. Il faut que chacun prenne conscience pour savoir que, attention, la vie de nos enfants est en danger et donc il faut tout faire pour préserver la vie de ces enfants-là. Il faut préserver la vie des enfants aussi par ces temps qui courent où l'inondation sévit partout. Il y a souvent des cas de noyade qu'on signale par-ci, par-là. Alors, les enfants me préoccupent. Qu'est-ce qu'il faut prévoir aussi ou comment prévenir cette situation qui prévaut à Zizalagwe, notamment dans la Liborie? Oui, merci Prince Ernest. Et bien avant le cas de noyade ou les risques de noyade en matière d'inondation, je voudrais dire par rapport à la panacée, il faudrait interpeller ces structures-là qui sont appelées à réguler la circulation, à moraliser, à contrôler, à redresser ces récalcitrants au niveau de nos axes routiers, notamment le Centre national de sécurité routière. La police républicaine aussi qui fait des efforts, mais je pense que ce n'est pas encore suffisant. Et les autorités à divers niveaux, les autorités politiques et les autorités administratives, pourquoi pas. Il faudrait qu'on insiste sur la sensibilisation et qu'on insiste également sur la répression, parce que c'est tout comme c'est bon. Allez, il parle seulement si on ne voit pas des sanctions, si on ne voit pas de la répression commencer, on ne va pas changer. Cette situation de l'insécurité routière est très préoccupante et très écœurante. Donc, je pense que c'est ce que j'avais à dire. Et quant au cas de noyade et autres enregistrés, vous savez, le département de la Liborie à lui seul compte déjà plus d'une dizaine de morts par noyade et quelques-uns par écroulement de bâtiments. C'est déjà une situation très préoccupante au niveau des plateformes de prévention des risques de catastrophes, que ce soit les plateformes communales, que ce soit les plateformes départementales ou nationales. Il faut dire que c'est une situation, c'est une très belle question que vous venez de lever là, et surtout pour les enfants qu'on perd de vue. Lorsque vous voyez un petit enfant de 2 ans, 3 ans, qui, par temps d'inondation, ouvre son portail et qui n'est pas suivi, qui n'a pas de maintien, il n'y a personne à côté de lui. Un enfant qui aurait échappé à la vigilance de ses parents, de sa maman qui est à l'intérieur de la concession, soit attaché aux travaux ménagers, soit en train de suivre la télé, pourquoi pas, parce que ça arrive aussi souvent, et cet enfant-là sort, alors qu'il y a un caniveau non couvert, un caniveau à ciel ouvert juste à côté, où l'eau de ruissellement est en train de couler après une pluie. Que voulez-vous qui arrive?
L'enfant est là, il tombe, il disparaît, emporté par le torrent. On cherche l'enfant, on fait des communiqués. Après le corps qu'on sort. Donc là, il faudrait attirer l'attention des parents par ces temps d'inondation. Et vous préconisez quoi? Allons-y très très rapidement. Vous préconisez quoi? C'est surtout sensibiliser. Ces plateformes-là sont en train de sensibiliser actuellement, mais qu'on aille à sensibiliser en nos langues, pas seulement en français, en nos langues, en toutes les langues, que les crieurs publics entrent en jeu. Ce sont des communicateurs de la société qui prennent leur tam-tam, leur gong, et qu'ils, chaque soir, le répètent à cette maman-là qui veut dormir, chaque matin, le répètent à ce papa-là qui s'est réveillé, et qu'on sache que, il y a inondation, il faudrait qu'on soit beaucoup que c'est un risque. Par rapport Nathalie, oui. Et lorsque, pour finir, Prince Ernest, lorsqu'on envoie des enfants au champ ou bien à la ferme par temps d'inondation, il faudrait leur adjoindre un adulte qui saura dire les eaux sont hautes, il faudrait pas qu'on traverse, parce que c'est pas méga aussi les enfants traversent, parce qu'ils savent que c'est un ancien fleuve que je connais, mais ils savent pas que la situation de l'eau a changé et ils se mettent à traverser, et lors de la traversée, le pire arrive. Donc, c'est ce que nous devons faire pour éviter cette décès là par cas de noyade du Prince Ernest. Nathalie Doris Olabi ou Doris Nathalie Olabi, dites-nous, quelques conseils, prodiguez quelques conseils à l'endroit des parents qui sont à l'écoute parce que la situation est grave. Vraiment, quelques conseils, c'est ça que Aziz a dit. Il faudrait pas laisser les enfants seuls. À ce temps-ci, que ce soit pour aller à l'école ou pour aller au champ, il faudrait qu'il y ait un adulte pour les accompagner, ne serait-ce que pour jauger un peu le niveau de l'eau ou bien la dangerosité de l'endroit qu'on parcourt. Puisque l'eau, on ne peut pas contrôler, on ne peut pas savoir quand est-ce qu'il va inonder telle ou telle partie. C'est par surprise, par exemple, que vous constatez que là où vous avez l'habitude de passer, c'est sec ou bien l'eau n'était pas abondante et qu'un beau matin vous vous retrouvez dans une eau qui est plus profonde que d'habitude. Même à nous, même ça arrive. Avec nos motos, vous pensez que c'est un endroit, c'est un chemin que vous connaissez et vous vous souvenez de rentrer dedans et de constater que en réalité c'est profond. Parce qu'en temps, l'eau a dicté sa voie. Donc, le mieux, c'est qu'il y ait quand même un adulte pour accompagner ces enfants-là. Si tant est qu'on doit passer par l'eau pour aller où on veut se rendre, pour quand même viser le niveau de l'eau, pour voir ce qu'il y a à faire. En tout cas, vous parlez de partout où il y a un cours d'eau ou bien... Un cours d'eau, un pont, un bas-fond et tout. On est obligé de passer quand même par l'eau pour aller où on veut se rendre. Il vaut mieux. Et il faut qu'on demande aussi à nos autorités communales s'ils ont des moyens. C'est vrai que parfois c'est au-dessus carrément de leurs moyens, mais maintenant ils n'ont qu'à voir s'il y a possibilité de faire quelque chose pour quand même faciliter la traversée, ne serait-ce qu'en cette période de pluie, que de ces actions. Ces actions peuvent être faites, mais pour le cas, par exemple, de l'allégorie que je connais particulièrement à Aziz, allons rapidement. Très rapidement, c'est par rapport à ces infrastructures de franchissement, cette traversée de fortune, il y a plus de 15 à 20 ponts qui ont cédé et là, les autorités au départ ont commencé par se réorganiser, mais il y a de ces ponts-là qui sont installés, qui n'ont même pas été réceptionnés et que les eaux ont emporté. Ce n'est pas facile, ce sont des équations difficilement solvables où la résolution est quasi difficile. Donc ici, par rapport à ces ouvrages-là, il faudrait d'abord attendre la traversée des eaux, sinon la fin de la saison pour voir ce qu'il y a à faire. Et c'est d'interpeller les populations à beaucoup plus de prudence. Merci à vous, Aziz Alagbe. Doris Nathalie Olabi. Infiniment merci. Merci, Ernest Albota. Merci à Aziz Alagbe aussi qui devance mes idées, mes pensées et qui m'arrache régulièrement la parole. En tout cas, votre message est bien compris. Vous préconisez la prudence à chacun et à tous, que ce soit sur les routes, que ce soit dans les zones riveraines où il y a
des inondations actuellement. C'est ça, vous préconisez, la prudence. Bien sûr, la prudence, la vigilance, oui. Merci beaucoup, infiniment. Merci. Merci à vous, Prince Ernest. Et à très bientôt à vous. Je vous retrouve certainement en cours de semaine pour un autre rendez-vous. Eh bien, s'inquiéter n'effacera pas les problèmes de demain. Cela ne fait qu'enlever la paix d'aujourd'hui. Gédéon Biaou à la partie technique et nous avons Adif Lawani avec nous en studio, bien entendu, pour l'assistance informatique. Moi, c'est Prince Ernest Agota. Déjà 1 minute et c'est 8 heures dans tous nos studios. À 8 heures, vous suivrez les informations en langue nationale. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Nasouba de ce mardi 6 octobre de l'an 2020. Je suis content de vous avoir eu à l'écoute et je vous retrouve encore demain matin pour le rendez-vous du mercredi 7 octobre de l'an 2020. Bonne journée à chacun et à tous. Bonjour. Welcome to Nasouba, le tremplin de l'actualité sur Radio Barako. Nasouba, le package matinal.